Aujourd'hui, on va s'attaquer à une des plus belles entreprises du monde. On va analyser les ratios de Apple. Alors Apple, c'est une magnifique entreprise qui n'a fait que croître au fur et à mesure des années et qui aujourd'hui est descendue d'un de ses plus hauts, enfin de son récent plus haut. Et l'idée est de voir aujourd'hui si prioritairement les ratios sont bons, parce qu'il ne faudrait pas juste tomber dans une mode et acheter une entreprise qui est juste en croissance mais qui n'a pas de fondamentaux et qui peut s'écrouler, et savoir à quel point ils sont bons pour savoir si ici on est très surévalué, au bon prix, ou qu'on pourrait faire mieux parce que les ratios sont pas tip top et que du coup on pourrait attendre un peu plus bas. Et on fera sûrement une seconde vidéo où on fera une valorisation grossière, comme d'habitude, histoire de vous donner un prix indicatif. Évidemment, ça ne dispense absolument pas d'aller creuser plus loin. Dans l'idéal, vous devriez aller dans les analyses de TradingView. Alors moi j'utilise TradingView, mais vous pourriez utiliser d'autres stats pour aller plus loin, étudier les bilans comptables, les chiffres, etc. Mais si déjà vous arrivez à faire souvent une pré-analyse avec des fondamentaux, avec des bons PER, avec des croissances de bénéfices, avec des rachats d'actions, etc., ça sera déjà pas mal, vous en ferez plus que 90% des gens. Alors on y va, c'est parti. On voit ici que le chiffre d'affaires, donc depuis 2005, est en constante augmentation. C'est très bien, ça veut dire qu'ils arrivent à avoir de plus en plus de parts de marché, à satisfaire de plus en plus de monde, et donc du coup, comme le panier client grandit, c'est très bien puisque le chiffre d'affaires augmente. Alors attention, un chiffre d'affaires qui augmente ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de clients, ce n'est pas la seule variable. Ça peut être aussi qu'on vend à des prix plus chers, donc on fait plus de chiffre d'affaires. Mais globalement, quand c'est sur plusieurs années, il n'y a pas que la croissance du prix de chaque entité, de chaque produit que Apple vend, mais c'est aussi souvent une croissance ou dans des nouveaux secteurs, ou dans le même secteur, par exemple celui des smartphones, et qui augmente le nombre de clients, sa base client. Donc on voit qu'on a eu une belle croissance ici et qu'on a eu une magnifique pente ici. Alors c'est sûrement dû au Covid parce que du coup on était tous chez nous et qu'il y a eu d'énormes commandes de tout ce qui est iPhone, iPad, même les Apple TV, etc. Puisque forcément comme on était à la maison, les produits du numérique en général ont connu une hausse fulgurante et surtout il y a eu toutes les applications sur Apple, les jeux, etc. Comme ils se prennent une bonne commission, forcément tous les gens qui s'ennuyaient à la maison et qui ont acheté des jeux, ça a profité à Apple. Donc une croissance du chiffre d'affaires, c'est très bien. Une croissance du revenu net, c'est très bien aussi, du coup dans la même lignée, parce qu'on pourrait avoir une croissance du chiffre d'affaires phénoménale et une peine épeinée à avoir un bénéfice correct. Donc du coup là, on est très bien. Une marge nette qui est en augmentation, ce qui est une très bonne chose parce qu'à marge nette équivalente, si le chiffre d'affaires augmente, le bénéfice augmente également. Mais si en plus on arrive à avoir des meilleures marges nettes, alors là c'est génial. Donc on voit bien qu'on est passé de 3%, ce qui était vraiment moyen, à 10-14%, ce qui est bien pour une entreprise classique, mais un peu moyen pour une entreprise dans la tech, à du 21-26% et en moyenne du 20% net, ce qui est un ratio excellent. Du 20% et au-delà net, c'est très bien parce que ça ne veut pas dire forcément quand on est à 60% de marge nette, c'est encore mieux, mais ce sont des niveaux qui ne sont pas tenables sur le long terme et souvent on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Quand on a une croissance de 60% de marge nette, quand on a une marge nette de 60%, c'est parce qu'on est en croissance fulgurante et on se demande jusqu'où ça va stabiliser ensuite. Et bien Apple, on a la réponse. On est entre 20 et 25% pour les meilleures années, donc c'est excellent si c'est un rythme qui est gardé dans les prochaines années. Et le nombre total d'actions en circulation qui doit être en diminution. Alors on a eu une hausse ici jusqu'en 2012, puis une rapide baisse, c'est vraiment joli, parce que passer de un peu plus de 26 à aujourd'hui 16 milliards d'actions en quelques années, en quoi 10 ans, en 10-12 ans, c'est vraiment beau, et à ce rythme-là, du coup, ça fait qu'il restera bientôt plus beaucoup d'actions chez Apple. Non, blague à part, si on est en diminution comme ça, du coup forcément l'année prochaine il y aura moins d'actions en circulation, ce qui fait que du coup le gâteau sera divisé en moins de parts. Une société qui rachète ses actions, ça veut dire que pour les futurs actionnaires, non seulement elle fait du chiffre d'affaires et des bénéfices en croissance, qui est le premier pan, mais en plus si elle rachète des actions, ça veut dire que du coup forcément si on divise un gâteau en 27 milliards de parts, ou en 16 milliards de parts, les parts sont plus grosses à chiffre d'affaires et à marge constante. Donc là, si on a des marges qui augmentent, si on a un chiffre d'affaires qui augmente, donc des bénéfices qui augmentent, et qu'en plus on diminue le nombre de parts de gâteau, c'est double action, c'est génial. On passe donc au screener 2, puisque tout est ouvert. Le ROCE, alors le ROCE, c'est pour moi, je l'utilise, ça me permet d'avoir deux choses. L'efficacité de l'entreprise dans ses réinvestissements,
Et ça m'aide aussi à savoir si l'entreprise a du coup un rempart concurrentiel, parce que très souvent, ce n'est pas, encore une fois, en bourse, tout n'est pas noir ou blanc, mais très souvent, quand on arrive à avoir des forts réinvestissements avec des forts rendements derrière, ça veut souvent dire qu'on a un avantage concurrentiel et que chaque euro réinvesti est vraiment bien employé et rapporte encore plus d'argent à la société. Souvent, entre 10 et 15%, on est quand même dans des bonnes sociétés. Entre 5 et 10%, c'est le moyen, il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais ça pourrait être mieux. 10 et 15%, c'est vraiment pas mal. Et au-dessus de 15%, on commence à avoir le haut du panier. Et bien, on voit qu'ici, on est aux alentours de 30 à 40%, avec des années exceptionnelles à 75 et 175%. Attention, ça peut être délirant, il faut voir comment c'est possible et pourquoi surtout. Alors c'est sûrement à cause des applications, etc., des jeux vidéo sur l'App Store, plus des nouveaux produits qui pourraient sortir, mais ici ce sont des chiffres qui pour moi ne sont pas tenables, mais si on reste entre du 30 et du 50%, c'est tout bonnement génial. Ensuite, les free cash flow. Alors les free cash flow, pour voir s'ils sont en augmentation constante aussi, puisque des revenus nets en augmentation, c'est très bonne chose, mais des fois, il y a beaucoup de nouveaux matériels à acheter pour continuer à être dans la course, et du coup, la différence entre le free cash flow et le bénéfice net, c'est, par exemple, si vous avez une boulangerie, si vous faites 1 million d'euros de bénéfices à la fin de l'année, donc on a enlevé les marges, tout ça, les charges, on a pris la marge brute, on a enlevé tout ce qui est charges, réinvestissement, blablabla, vous avez la marge nette, votre chiffre d'affaires fois la marge nette qui vous donne un bénéfice net, donc 1 million de bénéfices. Si vous rachetez un nouveau four à pain, par exemple, pour être plus productif, plus économique, il vous coûte par exemple 999 000 euros, il vous reste donc 1 000 euros dans les caisses. Vous avez sur les bilans toujours fait un revenu net de 1 million d'euros, mais dans vos caisses, il n'y a plus 1 million d'euros puisque vous avez dépensé 999 000 dans un four à pain. Le four produira beaucoup plus, sera peut-être plus économique, etc. Donc c'est une très bonne chose quand même, on ne va pas dire que c'est une mauvaise chose, mais s'il vous reste 1 million dans les caisses, c'est encore mieux parce que du coup, potentiellement vous avez déjà fait tous vos rachats et il vous reste 1 million dans les caisses. Donc voilà la différence entre le free cash flow et le revenu net. Et donc là, on voit qu'on a 111 milliards de free cash flow, c'est-à-dire qu'il restait 111 milliards dans les caisses net d'Apple à la fin de l'année. Le price to free cash flow, donc c'est la même chose que le PER mais avec le free cash flow, ça permet de me dire au bout de combien de temps, au bout de combien d'années de free cash flow, je pourrais récupérer mes gains. Donc on voit ici qu'on est sur un price to free cash flow de 27, ce qui est un peu beaucoup, sauf si on inclut une certaine croissance. Mais à 27, il faut que la croissance soit quand même assez forte, puisque bon, 28 années à récupérer mon argent, c'est pas ce qu'il y a de plus... il y a des meilleurs ratios en bourse. Par contre, on voit bien qu'ici, 2015-2016, on était à 9. Donc un PER, enfin un price to free cash flow de 10, ça veut dire que vous avez 10% de rendement sur votre free cash flow qui reste à la fin de l'année, qui peut être utilisé en rachat d'actions ou autre. Et avec une croissance potentielle, c'était tout bon, tout jackpot. Donc effectivement, on ira voir tout à l'heure en 2016, en 1er février 2016, mais on voit bien que c'était une aubaine, parmi ici et là. Aujourd'hui, on est un petit peu haut, je l'attendrai plus un peu à la redescente par là. J'aurais aimé plus la voir vers 10-11, je pense qu'on ne le reverra pas de sitôt, sauf crise économique, crack, etc. Mais ça me paraît un peu bas. Sachant que depuis 2020, on a, avec tout ce qui est l'inflation, etc., on s'est mis à dévaluer un peu la monnaie, donc tout est monté un petit peu, les actions compris. Donc on voit qu'on est dans un nouveau range ici, je pense qu'on surévalue un peu plus maintenant. Attention, encore une fois, c'est une analyse sur juste 2 ans, donc ça veut tout et rien dire, mais je serais plus à essayer de rattraper vers du price to free cash flow de 20, ça me ferait une belle porte d'entrée déjà. Et si jamais ça continue de descendre, je continuerai à renforcer par exemple. Mais voilà le genre de méthode que vous devez avoir, le genre de stratégie que vous devez avoir, histoire de ne pas être surpris et de savoir dans quoi vous mettez les pieds. On passe donc au screener 3. Et le screener 3, donc j'ai remis les revenus nets pour avoir le vue d'ensemble. Et le PER, alors moi je le trouve moins bien que le price to free cash flow, mais c'est ce que le marché regarde. Et comme le marché a toujours raison, puisqu'il y a des millions, des centaines de millions d'intervenants, si moi je détecte qu'une boîte est géniale, que c'est le moment d'acheter, mais que tout le marché pense que non, et que la boîte continue de descendre, ou qu'elle est considérée comme survalorisée, c'est moi qui aurai tort, et du coup le marché continuera de descendre. Donc je me réfère également au marché pour savoir où on en est par rapport à sa vision. Comme 99% des gens regardent le PER, ça me permet de voir ce que pensent 99% des gens. Et donc là, ils pensent que on est quand même un PER assez haut. Quand on voit la ligne depuis 2010, on était bien au-dessus. Là, on disait on est dans la normalité depuis 2-3 ans. On est au milieu de cette normalité. Donc, si on peut dire qu'on n'est ni forcément surévalué, ni pas surévalué, enfin ni sous-évalué, selon uniquement le PER, ce qui n'est pas tout, et encore une fois, il faut voir les projections futures, les bénéfices futurs, mais selon juste le PER, avec donc du coup les bénéfices actuels, on n'est pas trop mal, moyen, sans plus. Voilà.
Ici, la dette nette pour savoir si l'entreprise s'endette ou pas, si jamais... alors, une entreprise qui s'endette, ce n'est pas une mauvaise chose, mais forcément, une entreprise qui s'endette raisonnablement, voire même qui génère de la trésorerie, c'est quelque chose de génial. On voit ici que pendant des années, du coup, on était dans le négatif, ça veut dire qu'il y avait de la trésorerie, et que du coup, on s'endette, et on s'endette du coup vraiment pas mal depuis 2014. Alors attention, et c'est pour ça que j'incite toujours les gens à aller voir les rapports financiers, puisque ça veut absolument tout et rien dire. Quand on compare ce genre de graphique, enfin ce genre de courbe, on se dit « Oh mon Dieu, Apple s'endette », alors que j'ai déjà vu des entreprises qui avaient du coup de la trésorerie et qui du coup étaient bien bénéficiaires. Attention, attention, Apple pendant des années s'est endetté parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas et que du coup, il préférait s'endetter et garder de l'argent en cash dans les caisses pour pouvoir ou faire du rachat d'actions ou autre, ou racheter des concurrents, peu importe. Mais du coup, s'endetter à hauteur de 1%, ça leur rapportait plus, enfin ça leur faisait dépenser moins, car l'argent qu'ils réinvestissaient de l'autre côté, bah, ça leur permettait de faire encore plus de croissance et d'avoir un rocher encore plus impressionnant. Donc attention, là, quelqu'un qui verrait ça se dirait, mon Dieu, Apple s'endette de plus en plus et c'est peut-être grâce à ça qu'ils font de la croissance. Non, pas que, parce que Apple a une vraie bonne politique de gestion de l'argent. Il faut aller voir les rapports financiers pour comprendre. Mais je vous assure que du coup, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal du tout, la gestion. Et les capitaux propres, pour voir un petit peu la valeur de l'entreprise à la casse. Sur les entreprises tech, ça se vaut pas vraiment, puisque quand sur des entreprises classiques, par exemple type usine, concessionnaire automobile, oui, forcément, c'est le gros de leur travail, avoir des grosses machines, des bâtiments, des brevets, etc., de la matière première pour construire des véhicules. Donc c'est assez représentatif, même s'il y a toujours après le pouvoir de la marque, mais c'est assez représentatif de la puissance, de la taille de la boîte. En informatique, c'est beaucoup moins vrai, tout ce qui est multimédia, etc., parce que la capacité, maintenant, on n'évalue plus du tout des entreprises par rapport au prix d'une machine ou du terrain, mais par rapport à la puissance du réseau. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des trucs comme Netflix, hormis quelques serveurs, ils n'ont rien de matériel. Ils ont quelques bureaux avec les gens dedans, ils ont des serveurs à travers le monde, mais c'est tout. Ils n'ont pas d'énormes machines, ils n'ont pas d'énormes, par exemple, centrales électriques ou centrales pétrolières, peu importe, qui coûtent des milliards et des milliards. Une fois que les serveurs sont payés, faits, bah, il ne reste plus grand-chose. Et pourtant, bah, Netflix est valorisé à plusieurs milliards, plusieurs centaines de milliards, parce que, effectivement, du coup, c'est le portefeuille client, parce que quand vous avez 1, 2, 10 millions d'abonnés par mois qui payent l'abonnement, bah, ça fait des revenus récurrents, et sur l'année, c'est quelque chose qui, qui est valorisé fortement. Donc attention, dans les sociétés numériques, ce n'est pas forcément représentatif, mais ça permet toujours d'avoir un seuil, un plancher, de savoir que le prix à la casse serait d'environ 50 milliards. Donc du coup, on est sur quelque chose qui est pas mal, puisque si avec tous les capitaux propres, on revendait tout ça, ben on aurait 50 milliards. Attention aussi, ça ne veut pas dire que du coup, si le prix de l'action descend en dessous la capitalisation descend en dessous de 50 milliards, il faut acheter parce qu'on ne peut pas perdre. Une entreprise, elle dépose pas le bilan comme ça à 50 milliards. Fin. Souvent, elle s'endette encore plus, elle revend des bâtiments et des brevets, donc les capitaux propres descendent, etc. jusqu'au moment où elle dépose le bilan. Donc c'est pas parce que les capitaux valent 50 milliards qu'on est sûr, par exemple, si ça correspond à 50 euros l'action, ça ne veut pas dire que Apple ne descendra jamais en dessous de 50 euros. Déjà, le marché peut décider autrement, et ensuite, elle peut, comme on le voit ici, depuis 2017, les capitaux propres descendent, ça veut dire qu'il y a peut-être moins de bâtiments, moins de brevets, etc., etc. Donc il faut aller voir pourquoi. Et enfin, la capitalisation, parce qu'elle, je l'apprends, elle est indépendante du nombre d'actions qu'il peut y avoir, parce que le nombre d'actions, si on dilue fortement ou si on rachète massivement beaucoup d'actions, ça peut changer le bénéfice par action, ça peut changer les courbes. Là, c'est la capitalisation totale, donc c'est la valeur totale de l'entreprise selon le marché. Donc on voit bien qu'on est à 2 trilliards 795 milliards, pardon. Donc, on voit qu'on est en belle croissance, à savoir si on ne monte pas un peu fort, un peu haut, mais ça sera à voir lors de la valorisation et à voir lors de la tendance. Donc, on arrive à conclure que Apple, finalement, c'est une très belle entreprise. Il y a une croissance indéniable. C'est un peu cher pour ce que c'est parce que on est quand même sur le haut de la pente. On a vu sur le PER, on est un peu dans la marge haute parce qu'on est au milieu d'un nouveau range qui est plus haut que le précédent, à savoir si c'est la normalité ou pas. Mais on peut avouer que les ratios sont excellents, que les marges sont excellentes, que le chiffre d'affaires continue de monter, que les bénéfices continuent de monter, que le rachat d'actions s'opère très bien. Bref, tous les signaux sont au vert. Maintenant, la question, c'est de savoir... Donc, c'est une bonne entreprise. La question, c'est de savoir combien elle vaut, parce que tout a un prix.
Et même une très belle entreprise, bah, ça a une limite de prix. Si demain on met le prix de l'action Apple à 1000 ou 2000 euros, bah, ça doit être une très belle entreprise, ça ne vaudra pas le coup. Si demain Apple, on la met à 1 euro, ça vaudra carrément le coup et il faudra absolument acheter dessus. Alors évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais on comprend bien que demain, Apple à 1 euro, c'est une aubaine. Il faudra être fou pour ne pas foncer. Maintenant, avec les ratios actuels évidemment. Maintenant, bah, la vérité se situe entre 1 et 1000 euros. Donc l'idée est de savoir à combien ça se situe pour pouvoir tabler au plus juste et pour pouvoir faire le meilleur investissement possible. On verra ça dans une des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Salut!